Les estivales de Derrière le décor. Salut Amandine. Bonjour Anita, comment tu vas? Je vais très bien en cette fin du mois d'août. Oui, alors l'été a été ensoleillé, chaleureux. Alors ensoleillé oui, chaleureux oui, parce que entouré d'amis, de famille et le soleil bien sûr au rendez-vous. Donc j'espère que vous aussi vous avez bien aimé cet été, que vous avez passé de bons moments et puis de toute façon tout le reste de l'année j'espère bien que vous en passez. Et aujourd'hui pour notre émission de l'été nous allons encore retrouver le syndrome de Gaspard, mais la deuxième partie. Notre petit ami Gaspard était bien étrange. Il avait une maladie du sommeil, si vous vous rappelez bien, il dormait beaucoup, il ne dormait pas, et puis on vous a laissé au moment où peut-être que la solution allait être trouvée. Eh bien, écoutons ça tout de suite, le syndrome de Gaspard, partie 2. En effet, car au cours de son séjour dans la clinique Les Ulysses, Antoine Morisseau est intrigué par la présence d'une douzaine d'enfants qui alternent séances de sommeil et cours de bicyclette. Renseignement pris, Antoine Morisseau apprend que ces enfants suivent un protocole expérimental d'apprentissage de la bicyclette par le sommeil, sous la houlette du professeur Louisette Mercier. Quand mon mari m'a annoncé qu'il avait rencontré un neurologue qui enseignait à des enfants la bicyclette par le sommeil, je me suis dit, ça y est, Antoine nous fait une rechute. Patrice ne doit pas être très loin. J'en parle à son médecin et il me confirme la présence aux Ulysses d'un neurologue qui expérimente des rapports d'interactivité entre le sommeil et la bicyclette avec des enfants, enfin quelque chose comme ça. Il s'agissait, en effet, d'un protocole que j'avais mis au point. Louisette Mercier, neurologue, spécialiste du sommeil. En partenariat avec des chercheurs nord-américains qui travaillaient sur les mécanismes de la mémoire, afin de démontrer l'importance du sommeil dans le processus de mémorisation chez l'homme, nous nous étions rencontrés lors d'un congrès à Chicago. Et nous avions eu l'idée de mettre au point plusieurs protocoles afin de démontrer l'intuition que nous avions de part et d'autre. Sans le sommeil, la mémoire ne peut pas se construire. Pour vous donner un exemple simple, vous apprenez une leçon, vous ne dormez pas de la nuit, vous ne retiendrez jamais votre leçon, ou mal. C'est encore plus vrai pour les formes de mémoire à long terme, comme celle qui permet notamment de savoir faire du vélo, qui ne peuvent se fixer que pendant le sommeil, et pas du tout dans la journée. Ce que j'ai démontré aux Ulysses, puisque tous les enfants à qui j'ai fait alterner cours de vélo, nuit de sommeil, sont ressortis cyclistes aguerris, tandis que ceux qui suivaient les cours de vélo, mais n'avaient pas le droit de dormir, ont totalement échoué dans leur apprentissage. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est à cette occasion que j'ai rencontré Gaspard Morisseau, dont le syndrome n'a du reste strictement rien à voir avec ce que je viens de vous décrire. Mais les choses sont arrivées à ce même moment. On en avait vu des spécialistes, et je redoutais un peu cette consultation. Je me disais, encore un qui va prendre Gaspard pour un phénomène de foire et nous renvoyer chez nous manu militari. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt. Mon mari venait de quitter les Ulysses et il y tenait beaucoup. On y est allé. Le professeur Mercier nous a accueillis dans son bureau. Et alors là, une femme charmante, d'une extrême bienveillance avec Gaspard. Elle se montrait pleine de curiosité, elle buvait nos paroles. C'en était presque gênant. C'était extraordinaire. J'étais dans le cas d'un enfant totalement déréglé, qui pouvait me faire un sommeil paradoxal 10 fois de suite dans la journée. Le lendemain, m'alterner des phases 1, phase 3, avec une complète désinvolture. Mais c'était formidable! J'ai immédiatement proposé à ses parents de me le confier. Et je leur ai offert de prendre en charge les frais de la thérapie, parce que je sentais que j'allais en tirer quelque chose de très important.
On avait dû vendre la... Donc le matin, on s'entassait dans la... Je déposais mon mari chez son psy, Julie à l'école, j'emmenais Gaspard chez le professeur Mercier, je passais récupérer mon mari, je le déposais au Pôle emploi, j'allais chercher Gaspard, je l'emmenais passer des examens dans un hôpital à l'autre bout de la ville, on reprenait Julie, je l'ai déposée à la maison, je retournais chercher mon mari. Ça a été à peu près mon unique activité durant tout le mois d'avril. Gaspard, c'est des tests à n'en plus finir. Le professeur Mercier nous disait « On va y arriver, on va y arriver ». Mais enfin, on ne voyait pas grand-chose arriver. Gaspard manquait beaucoup l'école, c'était un peu anxiogène. Et le 28 avril, je me souviendrai toujours de cette date, le professeur Mercier nous a convoqués dans son bureau et il nous a montré une espèce de tache qui apparaissait sur les scanners qu'il avait fait passer à Gaspard. Elle avait l'air très contente. Des expériences d'isolement temporel avec des volontaires nous ont permis d'observer que la plupart des individus ont une périodicité naturelle d'environ 25 heures, qui coïncide à peu près avec nos journées de 24 heures. Et la persistance des rythmes de sommeil circadien d'environ 24 heures, lorsque les signaux environnementaux du temps de type jour-nuit sont absents. C'est la preuve que le rythme circadien provient de l'organisme et non d'un stimulus externe quotidien. Ce stimulateur interne est situé dans le cerveau, plus précisément dans l'hypothalamus, et s'active quotidiennement. Le professeur Mercier nous a dit ça, et on n'a rien compris. On a demandé des éclaircissements et le professeur Mercier nous a expliqué que le sommeil était contrôlé par une horloge interne, que cette horloge, qui s'appelle également horloge biologique, détermine à quel moment de la journée sera le plus propice au sommeil et à quel autre moment le corps sera prêt au réveil. Je me souviens que j'ai pris des notes. J'ai demandé au professeur si cette tâche qu'il nous montrait sur ses scanners était l'horloge biologique de Gaspard, et il m'a répondu « J'en ai bien peur ». Les scanners mettaient en évidence une panne de l'horloge biologique de l'enfant, panne qui était la cause de ces dysfonctionnements du sommeil. J'avais identifié le syndrome de Gaspard. Quand le professeur Mercier nous a annoncé qu'il avait découvert le syndrome de Gaspard, ça a été comme une libération intérieure. C'était d'un seul coup 3 années de calvaire, d'inquiétude, d'interrogation, d'appel au secours qui trouvaient leur réponse. Je me souviens qu'il y a eu un grand silence. J'ai regardé mon mari. J'ai levé les yeux vers ma femme. J'ai senti l'émotion qui montait. J'ai vu poindre des larmes sur son visage. J'ai bredouillé Antoine. Je lui ai dit « Sabine ». Nos 2 têtes ont convergé vers Gaspard. On a ouvert nos bras. Gaspard a dit « Maman ». Mon fils m'a regardé en disant « Papa ». On a dit « Gaspard » ensemble, avec mon mari. Et je ne sais pas comment on a fait, mais on s'est retrouvés tous les 3 s'océant dans les bras les uns des autres. On pleurait des larmes de joie. C'était d'une intensité émotionnelle énorme. Et puis on a commencé à rigoler. Mon mari a entamé une espèce de gigue. On dansait autour du professeur Mercier. J'ai souvenir qu'elle nous regardait avec un petit sourire satisfait. C'était féerique. Un moment unique, quelque chose d'indescriptible. Mon mari hurlait « Remontons, remontons, remontons l'horloge de Gaspard !» On criait à tue-tête « Remontons, remontons, remontons !» Et le professeur Mercier a dit « Je crois malheureusement que ce ne sera pas aussi simple. » Et ça nous a stoppés net. On s'est tous assis et le professeur Mercier a commencé son exposé. J'ai expliqué aux parents Morisot qu'il ne m'apparaissait pas possible d'intervenir directement sur l'horloge biologique de leur enfant. Mais qu'en revanche,
on pouvait envisager le recours à une horloge de type artificiel. En externe tout d'abord, puis dans un second temps miniaturisée et greffée dans le cerveau. J'avais déjà pris contact avec une société suisse d'horlogerie de pointe qui travaillait notamment à la conception d'outils pour l'aéronautique. Et la réalisation d'une horloge artificielle externe ne semblait pas poser de problème. C'était l'affaire de quelques mois. Les parents Morisot m'ont donné leur accord et nous avons effectué plusieurs voyages en Suisse avec Gaspard afin de mettre au point notre premier prototype. Si je me rappelle bien, la première horloge artificielle de Gaspard était une sorte de tour montée sur roulette qui faisait dans les 2 mètres de haut pour 50 cm de large. C'était très encombrant. Ça ressemblait un peu à une pendule à balancier, mais en beaucoup plus moderne, je dirais. Gaspard portait en permanence un casque sur la tête, casque qui était relié à l'horloge par un gros câble électrique, et il a gardé cette horloge à peu près 1 mois. Le temps qu'une seconde horloge plus petite soit mise au point, qui gommait les défauts de la première. Alors là, pour le coup, on avait vraiment l'impression d'avoir un extraterrestre à la maison. D'autant que les 2 premières horloges auxquelles Gaspard avait été relié étaient très bruyantes, avec des trucs qui clignotaient partout. Ça faisait une ambiance. La grande victoire, c'est que Gaspard avait retrouvé un rythme de sommeil tout à fait normal. Il dormait la nuit, plus jamais dans la journée. En revanche, il faisait pas mal de cauchemars, notamment avec les premiers modèles. Gaspard s'endormait à 9h pile, réveil à 7h30. Il avait faim toujours aux mêmes heures. C'était épatant. Alors en plus, au début, on pouvait intervenir sur certains paramètres. Modifier les heures de réveil, lui faire sauter un repas, lui programmer une sieste. C'était pratique. Aujourd'hui, je me dis qu'on aurait dû arrêter là et renoncer à la greffe. La dernière horloge de Gaspard était largement suffisante. Gaspard la portait au poignet, comme une montre, et il avait toujours le casque sur la tête, mais dans une version très discrète. Il nous faisait des cycles impeccables, plus de cauchemars. On a eu les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qui est arrivé. Le professeur Mercier avait évalué un certain nombre de risques liés à l'opération, mais pas du tout celui-là. Alors évidemment, quand il nous a annoncé que ses partenaires suisses étaient prêts, que la greffe était possible, on a dit « Ok, fonçons !» Et l'opération s'est, du reste, très bien passée quant à ses objectifs. Gaspard dort parfaitement depuis. La seule chose, c'est qu'il ne parle plus. Il s'est réveillé de l'opération et il ne parlait plus. C'est quand même un souci. C'est un peu anxiogène. L'opération a eu lieu le 26 février et on s'en est rendu compte dès le lendemain à son réveil. On a dit quelque chose à Gaspard, sûrement « Comment ça va, mon grand ?» Il a ouvert la bouche et puis rien. Il n'y avait rien qui sortait. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Le professeur Mercier a dû boucher je ne sais trop quoi en tripatouillant avec ses doigts dans le cerveau de Gaspard et la zone de la parole a été endommagée. C'est quelque chose comme ça. Alors elle a dit qu'il a de bons espoirs d'un rétablissement prochain de Gaspard, mais en attendant c'est ennuyeux. On communique avec Gaspard par écrit, mais ce n'est quand même pas très pratique. Alors maintenant, bien sûr, il dort, mais bon, on aimerait qu'il parle aussi. L'implantation de l'horloge artificielle de Gaspard Morisot s'est faite dans une zone du cerveau qui n'est pas celle du langage. Alors, soit nous sommes face à un traumatisme psychologique post-opératoire, c'est possible, ça arrive. Soit il existe dans ce secteur de l'hypothalamus une zone du langage jusqu'alors inconnue. Ce qui serait, d'un point de vue scientifique, la perspective la plus intéressante. Et ça reste très embêtant quand même. Les parents de Gaspard ont pris contact avec un orthophoniste. Gaspard va entamer une rééducation dans un centre spécialisé et les mots vont sortir. J'en suis convaincue. Les mots sont là, ils ne demandent qu'à sortir.
Mon frère sait des trucs. C'est pour ça qu'il ne parle pas, parce qu'il sait des trucs qu'il ne peut pas nous dire. Il sait des trucs sur les terriens qui seraient trop durs pour nous de savoir. Des trucs super mauvais qui vont nous arriver. Parce que sur sa planète, ils lui ont dit tous les trucs. Parce que là-bas, ils savent tous les trucs. Ils sont super au courant des trucs. À l'heure où nous bouclons ce reportage, Gaspard Morisseau viendrait de prononcer quelques mots. Sa mère nous l'a annoncé ce matin avec beaucoup de bonheur au téléphone. Il aurait dit « Fichez-moi la paix ». Des mots qui font chaud au cœur et sonnent comme l'annonce d'un rétablissement prochain. En attendant, Gaspard sera heureux d'apprendre que, depuis la publication des travaux du professeur Mercier, de nouveaux cas du syndrome de Gaspard sont sortis de l'ombre. On en recense un peu plus de 300 à l'échelle mondiale. Et il serait une petite vingtaine en France, regroupés depuis peu au sein de l'association Horloge en panne, association qui tente notamment d'obtenir de la sécurité sociale la prise en charge des frais d'installation d'une horloge biologique externe sur la base du modèle développé et breveté par le professeur Louisette Mercier. C'était le syndrome de Gaspard, un reportage de Jean-Claude Succo pour France Culture. Et voilà donc toute l'histoire du syndrome de Gaspard. Histoire bien particulière quand même. Ah oui, mais pour ceux qui aiment l'absurde et les choses un petit peu étranges comme ça, je pense que ça vous aura plu. Bon, on rappelle, chers auditeurs, que cette lecture a été enregistrée lors du stage de théâtre radio que nous avions organisé au mois de mai. Oui, tout à fait. Donc on rappelle que vous avez entendu pour le syndrome de Gaspard Anne, Anita, Anne, Marie, Myriam et Tanguy. Donc un sacré groupe, on avait passé un super moment lors de ce stage. Oui, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans l'émission du mois de juin le reportage qu'on avait fait justement pendant l'enregistrement du syndrome de Gaspard. Bon, il y a eu aussi d'autres lectures de préparer lors de ce stage et on vous tiendra bien sûr au courant parce que dans ces prochains mois, vous allez bien sûr les entendre. Oui, et puis peut-être un nouveau format pour votre émission Derrière le décor. On vous en dira plus à la rentrée. Et oui, on sait que Derrière le décor vous a plu, donc on ne vous quitte quand même pas comme ça. Et donc on vous souhaite une très bonne fin d'été et on vous retrouve en septembre. À bientôt!